Alors, d'un point de vue purement anthropologique, le pouvoir ne se réclame pas ex nihilo, mais il s'obtient soit de facto ou par la force. Et certains anthropologues ont mis en avant les formes de pouvoir possibles en fonction du contexte de la situation. Donc tout n'est pas manichéen. Et parmi les quatre formes de pouvoir, j'ai expliqué dans les périodes de décadence, eh bien, on met en avant la démocratie, qui est le pouvoir des marchands, et qui réclame une liberté de, de déplacement et une liberté d'échange. Et bien sûr, ce pouvoir a besoin d'une police forte. C'est ce dont j'ai parlé au sujet des kings et des kongs. Et pour revenir, je passe puisque c'est des sujets que j'ai déjà abordés. Et pour revenir au mode de pouvoir califal, eh bien, il nous a offert quatre exemples. Et chaque exemple, eh bien, il a été euh, adapté à la situation. En l'occurrence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas nommé de successeur, selon la plus vraisemblable des opinions, mais il a laissé des gros indices. Et Abu Bakr, de ce fait, il s'est imposé de fait. C'est-à-dire que le califat, il revenait à Abu Bakr de façon légitime, et le contexte permettait sa désignation. C'est-à-dire que l'élite euh, qui, se, qui avait cette double fonction religieuse et profane et politique, eh bien, ils, ils étaient au poste clé, la hiérarchie était respectée, l'aristocratie elle n'était pas concurrencée par des tribus concurrentes, etc. Et bien sûr, le, le pouvoir de la foi était fort. J'ai déjà parlé, c'est ce que Ibn Khaldoun il désigne sous le nom de d'affaires dini. C'est-à-dire que l'influence spirituelle ou le pouvoir spirituel, il avait une telle prégnance sur les âmes que les choses elles se faisaient de façon naturelle et, euh, et l'équilibre était parfait entre les motivations profanes et les ambitions spirituelles, d'une part, et d'autre part, entre les, euh, les éléments concernés par le pouvoir et l'élite en place. Ça, c'est une première chose. Ensuite, Abu Bakr a désigné Omar, et le contexte le permettait, le wazir dini était encore très puissant. Ensuite, pour Omar, il a élu euh, un collège qui allait désigner au sein, au sein des six désignés le futur calife. Et bien sûr, cette fameuse shura n'a aucun lien avec la démocratie. La démocratie, c'est une utopie. Non seulement c'est une utopie, mais en plus, elle est possible dans des phases de décadence extrême, lorsque le pouvoir, il revient aux mains des marchands, on en a déjà parlé, et pour cela, bien sûr, il abuse de subterfuges, notamment en laissant miroiter que le citoyen est libre. Donc nous sommes dans l'utopie totale, ça n'a aucun lien avec la Shura de Omar, d'une part parce que elle concernait l'élite qui avait cette double fonction, c'est-à-dire c'était à la fois l'élite religieuse et à la fois l'élite
politique. Et c'est une particularité qui est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que cet équilibre entre, comme j'ai expliqué par le passé, l'âge d'or musulman, dans lequel régnait un équilibre entre la force spirituelle et la force émotionnelle, est unique dans l'histoire de l'humanité. Et malgré tout, ce n'était pas parfait. On l'a vu à la fin de l'époque des compagnons, eh bien, des conflits ont éclaté. Ensuite, pour Ali, si je ne m'abuse, là j'ai un petit trou, tant pis, c'est Othman qui l'a désigné. Et pour ce qui est des revendications chiites, il faut savoir qu'à cette période, donc à la période de Ali, il y a eu, puisque les frontières de l'Empire, elles se sont élargies, eh bien on a été confronté à deux avatars. Un avatar interne et un avatar externe, mais qui est entré dans le giron de l'Empire. Pour l'avatar interne, ce sont, j'en ai déjà parlé au sujet des cornes du diable qui se lèvent à l'est, donc dans le sud de l'Irak, et j'ai expliqué le phénomène anthropologique qui a amené à l'émergence du khaligisme. Je ne reviens pas dessus, mais ce sont des tribus vassales ou des tribus secondaires qui se sont attaquées à la hiérarchie à l'aristocratie dominante, lorsque celle-ci, eh bien, elle a dispatché ses forces dans l'Empire et a donné des signes de faiblesse. Voici pour ce qui est des khaligites. Et pour ce qui est du chiisme, eh bien, son avènement est dû à la chute de l'Empire sassanide. Et il s'agit donc de la volonté d'une ancienne puissance dominante, passer sous la domination de ce qui semblait à les yeux comme les rebuts de la civilisation, et des peuplades nomades et insignifiantes, eh bien, ils ont vu ces nomades prendre le dessus sur leurs terres et leurs richesses. Imaginons l'humiliation. Et donc, le pouvoir sassanide n'a jamais digéré la défaite. Contrairement au Moyen-Orient, au monde chrétien, puisqu'il fait partie de l'espace naturel du monde arabe, j'en ai déjà parlé, et je renvoie pour cela au livre La Cité d'Isis. Et donc, ce pouvoir extérieur qui ne s'est pas intégré dans l'espace naturel arabe, puisque de toute façon il y avait une opposition ancestrale entre les Arabes et les Perses, et bien sûr pas uniquement les proto-arabes, mais ou en tout cas pas essentiellement les proto-arabes, ils n'étaient peut-être moins concernés que les Arabes du Nord, les tribus du Nord qui sont installées au Moyen-Orient, sur les terres, sur le croissant fertile, et qui étaient en opposition avec l'Empire perse. En sachant que la chose elle est plus complexe, puisque l'Empire perse, il a éventuellement débordé au nord, notamment en Irak, de l'autre côté du Tigre et de l'Euphrate. Et donc, et jusqu'en Syrie. Et donc, les éléments de cet empire soumis, ils ont concédé un nouveau statut. Il faut savoir que dans ce nouveau statut, il y a une énorme liberté, c'est-à-dire que on a exploité leurs compétences. Ça explique la présence de grands savants d'origine perse dans les patrimoines musulmans, même si parfois ils sont beaucoup plus tardifs, et ils se sont épanouis dans un contexte décadent. Et de toute façon,
eux-mêmes, l'empire perse, sassanide, était un empire décadent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ont émergé au sein de cet empire les sociétés secrètes, et notamment secrètes et occultes, donc qui ont versé dans l'ésotérisme, et notamment, on ne le souligne pas assez, des, une, euh, une frange crypto-juive qui ont accédé au, au, euh, à des hautes places au pouvoir, je trouve pas le terme, à des rangs élevés dans la hiérarchie du pouvoir, et qui ont contribué à cette résistance invisible, qui ont qui est passée de force dominante à cinquième colonne. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc on a le Coran condamne l'hypocrisie primitive. Ensuite, elle a pris des formes complexes, avec notamment avec ces avatars de l'Empire sassanide, et ce que l'on nomme aussi sous le terme zindiq. Donc c'est qui s'applique beaucoup aux Perses sassanides. Bien sûr, ça remet en question la foi des Perses qui se sont convertis à cette époque. Et avec avec ce mixage d'éléments, donc qui explique cette émulation ou cette rébellion des entités perses contre l'empire en place ou naissant, eh bien ça a donné la fameuse wasiya de Ali, du prophète envers Ali. Et comme et grâce à cette influence de la culture ou par le biais de l'influence de la culture juive, eh bien on retrouve en réalité ces éléments proto-chiites, et ils sont imprégnés de l'influence judaïque et juive. Et bien sûr, lorsqu'il s'est développé, eh bien, le, il était le terreau idéal pour l'infiltration ésotérique. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons, j'en ai déjà parlé, un double terreau, une terre fertile à l'infiltration d'ésotérisme, qui est du côté du sunnisme par le soufisme mystique, le monisme panthéisme, dans lequel il y a également énormément d'éléments perses. Et pour ce qui est de sa dimension, on va dire politique, l'ésotérisme politique, eh bien, le chiite a été le terreau fertile idéal. Voilà, et si je ne fais que brosser un tableau rapide, et chaque point mérite de plus amples explications.